Merci beaucoup. On va donc commencer la dernière table ronde sur Louis Joinet en tant que concepteur de la justice transitionnelle. On a eu l'occasion déjà à plusieurs reprises d'entendre citer les fameux principes Joinet. Donc merci beaucoup à tous les intervenants de cette table ronde. Et on va donc commencer sans plus attendre sur peut-être une première question sur laquelle va réagir en premier le professeur Emmanuel Decaux concernant justement la spécificité de ces principes Joinet. Qu'est-ce qui fait justement que ce texte est passé à la postérité et que maintenant ils sont le fondement de toute forme de justice transitionnelle? Merci. D'abord, je voudrais dire mon émotion d'avoir entendu ce poème parce que c'était la dernière fois que Louis venait à Genève pour le 10e anniversaire de la Convention, de l'adoption de la Convention sur les disparitions forcées. Et il était déjà très, très malade. Il avait dû reporter une séance de dialyse pour venir à Genève. Et je crois que avec ses voyages dans le Pays Basque, c'est les derniers déplacements qu'il faisait. Il retrouvait la villa des Ormeaux où l'ambassadrice Elisabeth Lorrain l'avait accueilli, et beaucoup ici connaissent cette villa où il y a eu beaucoup de négociations. Et en effet, dans son discours, tout d'un coup, il a lu ce poème. Et tout le monde était bouleversé. Et pour percer l'émotion, il nous a dit ce qu'il a écrit aussi dans la lettre, que c'est la première fois qu'on avait le culot de lire un poème, dire un poème aux Nations Unies. Ça changeait de la langue de bois des diplomates, et ça montrait bien d'où venait aussi son engagement avec dimension très, très, très humaine. Alors je crois que le fil conducteur de sa démarche, c'est justement cette empathie, mais qui repose aussi sur beaucoup de travail, avec une continuité, une suite dans les idées, sans se décourager, parce que c'est un travail de longue haleine qui a duré 30 ans, avec la création par la sous-commission des droits de l'homme d'un groupe de travail sur la justice, qui a été la matrice de procédures, le groupe de travail sur la détention arbitraire, dont on a parlé, le groupe de travail sur les disparitions forcées, et puis après 2 conventions. Et c'est l'expérience de terrain avec les situations en Amérique latine, en ex-Yougoslavie, qui peu à peu a dégagé des idées générales, des principes. Donc c'est vraiment en partant du concret, de la protection des victimes, qu'il est arrivé aux généralités, alors que très souvent, les gens parlent d'idées reçues qui projettent sur la réalité. Et il y a une dimension qu'on n'a pas évoquée aussi, c'est... on a dit que c'était un juriste, un magistrat, un juriste, mais ce souci du droit, avec des pauses ou des moments de concertation et de droit comparé. Je prendrai juste un exemple, c'est qu'en 91, je crois, à Genève, il y a eu une grande conférence organisée par la Commission internationale de juristes, qu'on a trop peu citée. Je crois que ça a été vraiment le grand partenaire dans cette construction du droit international de Louis, avec des gens comme Arturo Artucio ou Adama Dieng, on pourra en citer beaucoup d'autres, et puis la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et c'était une des premières occasions où j'ai travaillé avec Louis. Par son poste à Matignon, je crois qu'il était à Matignon à l'époque, toutes les ambassades nous avaient abreuvé de dossiers sur l'expérience nationale du pays en matière de justice transitionnelle, et j'avais été chargé de compiler finalement ces dossiers pour la publication. Donc une expérience de terrain, ce bilan juridique très, très large, avec un gros travail qu'avaient fait les diplomates. On serait content qu'à chaque fois, on ait le relais de la diplomatie française pour des initiatives aussi fortes. Et ensuite, un travail de conviction, de persuasion, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des idées, il faut les communiquer aux autres. Et là aussi, la chaleur humaine de Louis Joinet faisait merveille aux Nations Unies. On l'a vu à Vincennes un petit peu cassant. À Genève, il était beaucoup plus diplomate, avec parfois de la provocation, en oubliant
ou en faisant semblant de ne pas débrancher son micro pour dire ils nous prennent pour des cons, des choses comme ça à propos des Américains, ce qui fait évidemment rire tout le monde. Mais très sérieusement, il arrivait à convaincre tout le monde avec ce travail par étapes, le groupe de travail sur l'administration de la justice, la sous-commission, la commission des droits de l'homme de l'époque, et aussi la prudence, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est peut-être un peu technique, c'est que les principes joannais, enfin les principes sur la justice et la lutte contre l'impunité, n'ont jamais été adoptés par l'Assemblée générale, contrairement aux principes de Theo van Boven sur les violations massives des droits de l'homme. Et avec bon sens, il disait c'est pas important. Ce qui est important, c'est que les principes existent, qu'ils soient publiés dans les documents des Nations Unies. Si vous regardez les instruments de base, on retrouve les principes, et qu'ils soient vivants. Et je crois que la force des principes, c'est pas tellement d'avoir été adopté au consensus par tel ou tel organe, c'est d'être une boîte à outils très pragmatique avec toute une série de volets et qui sont à la disposition des États. Donc c'est un travail sur le réel qui est un guide aussi pour le réel. Très bien, merci beaucoup. Jean-Pierre Massias, si vous voulez compléter. Oui, compléter sur les principes joannais, donc le fameux droit à la vérité, à la justice, à la réparation et à la non-répétition. Peut-être dire rapidement simplement 3 choses. D'abord, la première, c'est que je crois que ces principes s'inscrivent, et Olivier de Frouville l'a bien rappelé, dans une pensée globale et créatrice du droit, dans une conception spécifique du droit qui fait qu'à un certain moment, il faut adapter les règles de droit positif au sens strict du terme, parce que, me semble-t-il, disait Louis, le droit positif, il bénéficie toujours au vainqueur et toujours au plus fort, adapter les règles de droit positif à une forme de contexte qui les rende inapplicables ou qui les détourne de leur sens. Et c'est notamment la théorie des garanties équivalentes, c'est notamment toute une série de théories qui vient dire au fond, et c'est pas du droit naturel, je dirais c'est du droit de la démocratisation, c'est du droit du maintien du droit, et les principes joannais, c'est ça. Ça me paraît être ça. Le deuxième point, et ce qui me paraît aussi très important, c'est que les principes joannais, c'est le droit de la globalité. Globalité, pourquoi ? Parce que sont envisagés en même temps et de manière, je dirais, coordonnée, le principe de la vérité, le principe de la justice, le principe de la réparation et le principe de la non-répétition. Et ça veut dire qu'au fond, avec ces 4 principes appliqués dans cette espèce de cercle vertueux qui est la mise en place de la lutte contre l'impunité, avec ces 4 principes, on peut faire face à toute une série de culpabilités. Ça renvoie un peu à ce que disait Karl Jasper dans son ouvrage sur la culpabilité allemande, où il disait, après la Deuxième Guerre mondiale, nous, Allemands, nous sommes tous coupables. Tous coupables, d'abord d'un point de vue criminel pour ceux qui ont tué, d'un point de vue politique pour ceux qui ont voté pour le parti nazi, d'un point de vue social pour ceux qui ont laissé faire ou qui ont bénéficié du parti nazi, et puis pour ceux, une sorte de culpabilité éthique pour ceux qui ont regardé ailleurs. Eh bien, les principes joannais, ils me paraissent pouvoir englober toutes ces formes de culpabilité dans une même mécanique. Savoir, éventuellement juger ceux qui doivent être jugés pénalement, même si ce n'est pas toujours facile, réparer, et peut-être même réparer sans qu'il y ait preuve de culpabilité, et surtout tenter de faire autre chose. La justice transitionnelle par les joannais, c'est d'abord la justice transitionnelle du plus jamais ça. Du fait que la justice doit aller au-delà de la condamnation pour aller sur la construction d'un nouveau monde. Et c'est vrai qu'en cela, il était un juriste, alors je ne sais pas s'il était atypique ou pas atypique, mais en tout cas, il a été révolutionnaire, non seulement par sa méthode d'approche du droit, mais aussi par le but qu'il a signé au droit de bâtir une société meilleure. Donc, c'est une forme de globalité du droit ou de globalité de la justice qui s'adapte à ces situations particulières. Et peut-être le 3e point, alors qui me paraît à la fois le plus intéressant et peut-être celui qui peut amener parfois à un certain nombre de discussions, mais je crois que Louis Joannet était parfaitement conscient aussi c'est le rapport au fond à la réalité qui s'imposait, c'est que ces 4 principes, c'est aussi la possibilité d'une justice qui va spécifiquement s'adapter à chaque contexte, certains contextes étant plus favorables à l'émergence de la vérité, d'autres contextes rendant encore, pour l'instant, impossible le droit à la justice, mais en le gardant éventuellement, comme Olivier l'a évoqué tout à l'heure sur la Cour suprême argentine, sur la possibilité de revenir, d'aller sur la réparation et d'aller sur la non-répétition. Et on voit bien d'ailleurs que si on regarde ce qu'est devenu la justice transitionnelle, parce qu'au fond la justice transitionnelle, elle a grandi
en même temps que Louis Joinet développait ses théories. Alors, il n'était pas les seuls à les développer, mais son approche a beaucoup marqué l'approche francophone de la justice transitionnelle. On voit bien au fond que se sont mis en place des instruments auxquels on n'avait pas nécessairement pensé auparavant, je pense notamment aux commissions Vérité et Réconciliation, qui trouvent une place spécifique dans la réalisation de ces 4 principes. La commission Vérité, c'est un peu moins le droit à la justice, c'est peut-être beaucoup plus le droit à la vérité, parce que, comme disait Alex Boren, le vice-président sud-africain de la commission Vérité, on peut y entendre plusieurs types de vérité, objectives, subjectives et dialogiques. C'est parfois la mise en place de réparations, et on voit aujourd'hui beaucoup de commissions Vérité qui développent la théorie des réparations préventives, avant même que le rapport soit bâti. C'est la réflexion sur la non-répétition, et je trouve que c'est ça qui, au fond, rend extrêmement intéressant ces 4 principes. C'est qu'ils sont à la fois l'incarnation d'un absolu de justice en disant la justice doit passer quel que soit l'encadrement normatif et quelles que soient les conditions dans lesquelles le droit pourrait être appliqué et donc détourné, d'une ambition très forte de juger toutes les culpabilités, mais en même temps d'une compréhension de la situation qui fait que parfois on ne peut pas tout faire en même temps et qu'on peut pouvoir avancer de manière plutôt pragmatique. Donc c'est un peu ça, moi, qui m'a toujours frappé dans ces principes, c'est cette espèce de rapport spécifique qu'ils produisent vis-à-vis du droit. Merci beaucoup Marina Eudes pour votre propre impression de la spécificité des principes Joinet. Merci beaucoup. Je voulais d'abord vous remercier de m'avoir invité parce que je ne me sens pas extrêmement légitime aujourd'hui puisque je suis, je pense, la seule intervenante à n'avoir jamais rencontré personnellement Louis Joinet. En revanche, j'ai été une élève de ses compagnons de route et une élève aussi des bébés des compagnons de route, des bébés de Louis Joinet. Voilà, donc j'ai toujours entendu parler de Louis Joinet, toujours en bien, et j'ai grandi comme juriste avec cet héritage des principes Joinet. Alors sur la spécificité, la spécificité, les caractéristiques des principes Joinet, j'ai retrouvé la source de la citation que tu as dit tout à l'heure, la formule que tu as utilisée tout à l'heure. Selon Louis Joinet, il faut toujours tendre à ce que le pratiquement possible rejoigne progressivement l'idéalement souhaitable et non l'inverse. C'est tout à fait le reflet de la vision très pragmatique que Louis Joinet avait de tout son travail. Et je pense que c'est cette approche pragmatique qui explique la coexistence de 2 caractéristiques, 2 spécificités des principes Joinet, qui sont la clarté et la prévoyance. La clarté, parce que donc j'ai fait mon travail, je suis allée relire pour la énième fois les principes Joinet, les 42 principes, et ce qui m'a vraiment frappé, c'est le fait que la lecture est limpide. Le rapport, comme les 42 principes, sont absolument accessibles, y compris pour des non-juristes. Et puis on a cette présentation en 4 piliers qui nous ont suivis toute la journée. Ces 4 piliers, ils sont sur la belle affiche à côté de nous. Le droit de savoir, le droit à la justice, le droit à la réparation et puis les garanties de non-répétition des violations. Donc une très grande clarté et puis également une prévoyance, aussi une grande clairvoyance. J'ai bien entendu tout à l'heure le président Cotte qui disait que Louis Joinet voyait loin, voyait très loin. Et Louis Joinet, quand on relit le rapport de 1997, on est frappé de voir qu'il avait senti un certain nombre de choses qui se sont réalisées très peu de temps après. Alors, la compétence universelle, elle est évoquée dans son rapport en 97 et l'année suivante, ça a été rappelé tout à l'heure par Maître Baudouin, Augusto Pinochet est arrêté à Londres, c'était révolutionnaire. Louis Joinet, dans son rapport, évoque aussi explicitement un devoir de mémoire des États. Et là encore, c'était assez précurseur parce qu'en France comme ailleurs, on n'avait pas encore de loi mémorielle. C'est venu ensuite. Louis Joinet présente aussi les victimes comme des sujets de droit à part entière. Il utilise cette formule-là, les victimes comme des sujets de droit à part entière. On est alors en 1997. Le statut de Rome et le statut des juridictions internationales mixtes n'ont pas encore été adoptés. Or, dans ces textes, on a une place tout à fait particulière, nouvelle, qui est attribuée aux victimes, soit dans le déclenchement de la procédure, soit dans la possibilité de recevoir une forme de réparation, ce qui est nouveau. Et donc ça avait déjà été pensé par Louis Joinet. Et puis, peut-être un dernier élément aussi de clairvoyance dans ces principes, dans ces rapports Joinet de 97, c'est quand il insistait sur la nécessité de préserver les archives des violations des droits de l'homme.
Et là encore, c'est fou de penser que quelques années après, ce sont justement des archives, les archives de la police politique de Hissène Habré, qui ont été découvertes presque par hasard par Human Rights Watch et qui ont permis de juger Hissène Habré. Voilà, donc toutes les idées étaient déjà présentes dans les principes de 98, je crois. Merci beaucoup. Alors peut-être une dernière question pour terminer cette table ronde, parce que c'est une question qui a été évoquée dès le départ d'ailleurs par Jean-Baptiste Joannet, c'est la question de... Peut-être c'est important de rendre hommage, mais c'est aussi peut-être encore plus important de se demander ce qui aujourd'hui et demain vont pouvoir devenir ces principes joannés, et donc quelle va être leur destinée et la suite de leur avenir. Donc peut-être Jean-Pierre Massias, pour commencer, qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui faire vraiment l'actualité de ces principes et voir peut-être quel pourrait être encore leur avenir ultérieurement? Alors c'est une question un peu difficile, mais... Je dirais peut-être que pour y répondre, je vais quitter ma casquette de professeur de droit pour prendre celle de dirigeant d'une ONG comme est l'Institut Joannet aujourd'hui. Pour moi, l'avenir des principes Joannet, il est peut-être dans 2 ou 3 idées. Première idée, on les trouve toujours et partout sur le terrain aujourd'hui. On revient de missions en République centrafricaine. J'ai été dans d'autres théâtres d'opération. On a beaucoup évoqué la question du règlement du conflit au Pays Basque. La question du droit à la vérité, du droit à la justice, du droit à la réparation, du principe de non-répétition, elle est omniprésente. Omniprésente à la fois dans les acteurs juridiques, dans ceux qui viennent appliquer ou tenter d'appliquer le droit dans ces zones, mais je dirais elle est omniprésente chez les victimes. Elle est omniprésente chez toutes celles et tous ceux qui ont besoin de la justice transitionnelle. Et je crois que c'est le premier élément, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup en action humanitaire d'appropriation par les victimes des principes. Ce sont des principes qui ont été très largement appropriés par les sociétés qui en ont besoin. Et ça, je crois que c'est à la fois un hommage de plus à rendre à Louis, mais c'est aussi un gage d'avenir. Parce que de toute manière, ces principes, ils n'appartiennent plus aux États, ils n'appartiennent plus même, je dirais, au droit strictement positif, ils appartiennent à cette espèce de droit, je ne sais pas si on pourrait le qualifier naturel, mais de droit fabriqué par les aspirations des victimes de crimes de masse, et Dieu sait malheureusement qu'il y en a beaucoup. La deuxième perspective, deuxième point sur l'avenir des principes Joannet, c'est de voir, et Marina l'évoquait sur l'adaptabilité et la capacité à s'adapter au futur, c'est de voir combien ces droits aujourd'hui et ces principes aujourd'hui trouvent à s'être appliqués dans des contextes pour lesquels ils n'étaient peut-être pas tout à fait imaginés. Il y a aujourd'hui une justice transitionnelle autour de ces 4 piliers qui se développe non plus en cas de passage de la dictature vers la démocratie, non plus seulement en tant que passage de la guerre vers la paix, mais qui se développe dans les démocraties occidentales vis-à-vis de violences qui ont été commises par des régimes démocratiques qui permettent là aussi de réparer un certain nombre de torts. Je prends l'exemple de la Commission Vérité canadienne sur les pensionnats autochtones. Il s'agissait bien d'une démocratie, mais on a tenté d'appliquer aux enfants autochtones ces principes de vérité, de justice, de réparation et de non-répétition. Les appels de la commission présidée par Mary Wilson ont véritablement été dans ce sens-là. Je pense également dans le même sens à la commission mise en place par la Norvège, la Finlande et la Suède pour les violations des droits mises en place vis-à-vis des, les populations samis, populations autochtones, qui elles aussi ont fait l'objet de mesures d'intégration extrêmement fortes. Dans les 2 cas, il n'y a pas eu de guerre. Dans les 2 cas, il n'y a pas eu, où la guerre est très ancienne, on est dans le cadre de violations des droits commises par les démocraties, mais on voit bien au fond que les principes Joannet, qui étaient des principes de démocratisation ou de transition démocratique, deviennent désormais des principes de consolidation démocratique. Cette justice, elle commence à remonter le temps, et à remonter le temps dans tous les systèmes, y compris peut-être dans des systèmes pour lesquels elle n'avait pas été imaginée jusqu'à présent, et on peut imaginer même que ça aille plus loin. On peut presque imaginer, avec le développement d'une certaine forme de justice, que les principes Joannet trouvent à s'appliquer. Ils se sont appliqués dans la SIAZ, la fameuse commission mise en place par l'Église catholique pour la lutte contre les violences sexuelles. Et on pourrait même imaginer, avec une forme d'extrapolation qui peut être un peu fantaisiste aujourd'hui, mais pourquoi pas, que des phénomènes comme MeToo sont des commissions vérité dématérialisées, sont des mécanismes collectifs d'expression
d'une vérité qui rentrerait dans cette globalité de ces 4 principes joannés. Et donc c'est pour ça que je trouve que moi, l'avenir des principes joannés, c'est justement qu'on ne le connaisse pas, cet avenir, qu'on ne connaisse pas l'avenir, parce qu'ils sont capables de s'appliquer dans bien d'autres domaines que ceux pour lesquels ils ont été imaginés. Et puis, dernier point très rapide, l'avenir des principes joannés, c'est qu'aujourd'hui, vous trouvez désormais, sous la plume de collègues, tout à fait respectables, comme tous les collègues, qui viennent vous dire, moi j'ai découvert le 5e principe joanné, ou le 5e principe. Alors, pourquoi pas, toute l'œuvre est évidemment perfectible. On pense notamment, et on a beaucoup d'amitié pour lui, à Fabio Salvioli, le rapporteur spécial, qui parle de la mémoire comme étant peut-être le 5e pilier de la justice transitionnelle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, tous les collègues qui tentent d'apporter quelque chose à la justice ne disent pas « j'ai découvert le principe de la justice transitionnelle », mais le 5e principe, c'est-à-dire je fais suite à l'œuvre de Joannet, et c'est peut-être là à la fois la caractéristique de son avenir et de sa force. Merci beaucoup. Peut-être Marina, pour compléter sur votre point de vue sur l'actualité ou le devenir de ces principes avant de laisser conclure le professeur Decaux. Merci. Tout le monde a mis ça marche. Ouais, okay. Oui, alors l'avenir des principes Joannet, l'actualité, l'avenir. J'ai retrouvé une autre formule de Louis Joannet. Il ne faut pas faire de la justice transitionnelle pour la justice transitionnelle, ce qui n'est pas un objectif en soi, mais bien un processus. C'est un processus et les principes Joannet, finalement, c'est une boussole. C'est une boussole qui est posée sur ces 4 piliers dont on parle depuis tout à l'heure. Et cette boussole, elle n'est pas non plus complètement rigide. Là encore, c'est la vision pragmatique de Louis Joannet. C'est pas rigide, c'est pas complètement figé. Ce ne sont pas des règles extrêmement détaillées et précises, mais des principes de référence. Et la meilleure preuve en est qu'en 2005, les principes Joannet ont été révisés, réactualisés par une experte indépendante de l'ONU qui a donc essayé de prendre en compte la pratique des États, les décisions des organes de protection des droits de l'homme, etc. depuis 1997, depuis l'adoption des principes Joannet. Et la première chose qu'elle dit, c'est il y avait déjà tout. En fait, en 1997, c'est juste, on fait une mise à jour et tous les éléments qui étaient pressentis dans le rapport de 1997, ils sont depuis devenus une réalité juridique. Voilà, donc je pense que c'était le meilleur hommage qu'on pouvait donner finalement à la pertinence de ces principes Joannet, c'est qu'en 2005, tout s'est confirmé, tout ce qu'il avait envisagé s'est confirmé. Merci beaucoup. Professeur, si vous souhaitez vous aussi donner votre point de vue sur cette question. Là aussi, Louis était très content qu'on ait confirmé ces principes, parce que c'est toujours un défi quand on est corrigé par quelqu'un d'autre, ce que Bassioni avait fait pour Van Boven, en pinaillant sur certains termes. Mais là, il était vraiment content de la reconnaissance de la force logique. C'est ce que vous avez dit aussi. Il y a une sorte d'évidence logique, intellectuelle qui s'impose. Ceci dit, moi je vois 3 défis. D'abord, il faut se souvenir que le mandat de la sous-commission sur ce travail justice et impunité avait 2 volets. Un volet concernait tout le domaine des droits économiques, sociaux et culturels. Il avait été confié à notre collègue sénégalais El Hadj Guissé, qui n'a pas abouti, peut-être parce que le projet n'était pas mûr aujourd'hui. Mais je crois qu'il faudrait réfléchir aux crimes économiques, et ça c'est d'une grande actualité. C'est un volet de lutte contre l'impunité qui est resté en jachère. Le deuxième défi, c'est que le principe de non-répétition est peut-être le plus important pour l'avenir. Comment est-ce qu'on peut garantir la non-répétition si on n'a pas garanti la justice, établi la mémoire ou la vérité? Est-ce que faire des réparations sans justice, c'est mieux que rien? Vous avez beaucoup de questions qui se posent. Mais si on n'a pas des garanties de non-répétition, on risque d'avoir des régressions. Et je ne vais pas multiplier les exemples, mais quand on voit ce qui se passe aux Philippines ou au Brésil, il y a un retour et une sorte de légitimation, entre guillemets, des crimes du passé. On n'aurait jamais imaginé qu'on revienne sur des arguments comme ça, parce que la justice n'a pas, et la vérité n'ont pas peut-être été assez défendues. Le troisième défi, c'est évidemment que la Cour pénale internationale, c'est très bien, mais pour des crimes à grande échelle,
qui sont des crimes commis notamment dans un contexte de guerre ou de conflit armé interne. Qu'est-ce qu'on peut faire si la Cour pénale ne peut pas être saisie? Il y a des mécanismes pour accumuler les preuves, on le voit pour la Syrie, pour d'autres situations, mais là on a une vraie impasse. Et comment, pour mettre les pieds dans le plat, quand on voit une guerre comme la guerre en Ukraine, comment concilier la demande de paix avec l'exigence de justice? Vous avez vu que l'Assemblée générale a voté une résolution très importante sur les réparations dues au peuple ukrainien, avec, je crois, 97 voix pour et puis pas mal d'abstentions. Mais concrètement, comment on fait pour faire les dommages de guerre, les crimes de masse qui ont été commis, etc. Donc, à chaque fois, c'est un travail qui repart à zéro pour chaque situation, avec des repères fondamentaux. La boussole, c'est évidemment la vérité. Je crois qu'on ne peut pas transiger avec la vérité et avec la justice. Mais dans sa sagesse, Louis disait qu'il fallait aussi qu'il y ait une sorte d'articulation dans le temps, qu'on ne peut pas avoir tout de suite. Mais encore une fois, c'est le grand défi de concilier la paix et la justice en même temps, si j'ose dire. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à tous les trois pour cette approche de la justice transitionnelle qui occupe évidemment beaucoup l'Institut Joannet aujourd'hui.